QXM, Québec X Média, bien le bonjour. Nous sommes à l'agglomération de Longueuil, la ville de Saint-Hubert, Québec, Canada, et nous sommes à l'hôtel de ville situé au 2055, je crois, de la Savane. Je vais faire mes vérifications. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour faire un suivi au niveau de la pancarte d'interdiction de filmer au SPAL, ainsi que d'autres questions. Nous allons rencontrer un représentant de la police de l'agglomération de Longueuil et M. Gino Iannone, je ne sais pas si c'est Iannone ou Yannon, on va vérifier ça avec lui, et M. Louis-Pascal Cyr comme représentant de la ville. On va laisser savoir qu'on répondrait à mes questions et qu'on a un peu de temps ensemble. Donc, on va vérifier que notre liberté d'expression et la liberté de presse soient bel et bien respectées par nos élus et nos policiers aujourd'hui. Sur ce, QXM, allons-y, allons-y, allons-y! Bonjour. Est-ce que vous êtes M. Gino Iannone? Non, c'est l'autre. C'est lui avec la chemise blanche. Ça va, vous? Ah oui? Enchanté. Gino Iannone. Yannon, vous le prononcez Yannon? Yannon. C'est d'origine italienne, n'est-ce pas? Ou... D'origine, mais je vais vous dire, je suis comme un faux italien. Un faux italien? Parce que c'est d'origine, mais je parle pas italien. C'est ça que je veux Vous ne dire. parlez qu'en présence de votre avocat. Monsieur Cyr va bien. Fait que, Où vous allez m'enfermer, là? moi, habituellement. Non, moi, habituellement. En fait, c'est vraiment. Une table, une chaise, s'il vous plaît. Bon, ben, ça va être bon. La salle de conseil est ouverte? Toujours ouvert. Peut-être une formation. Je suis sûr que M. Yannon, la chaise du président, il ne l'a pas essayé encore. Encore une fois? Je me suis peut-être gâté à un moment donné. Encore une fois. Est-ce que c'est moi qui étais de bonne heure ou on a un petit peu de retard? Je m'excuse. Après vous, la beauté avant l'âge. Je pense que ça soit là comme on a l'habitude de le faire. Si tu veux t'asseoir. C'est sûr que moi, je veux capter au complet. Ça vous dérange pas? J'aimerais ça prendre le coin en bas là-bas. Sinon j'ai pas pris la main. Tu sais, sincèrement, il y a une salle là qu'on est passé dedans juste avant de nous voir. Je savais pas si tu voulais t'installer comme il faut. Oh, c'est sûr que je vais m'installer comme il faut. Non? Vous donnez la peine de me donner une entrevue. Si vous voulez bien, pour la caméra et pour l'ordre des choses. Paul de QXM, je suis en présence de M. Louis-Pascal Cyr et de M. Gino Iannone. Yannon. Gino Iannone, inspecteur au niveau des communications et relations médias pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. C'est parfait. J'allais justement demander de stipuler leurs fonctions. M. Cyr. Moi, je suis porte-parole de ville, aussi directeur affaires externes et expertise stratégique. D'accord. C'est parfait. Et M. Cyr a eu la grâce de me donner du temps avec vous deux, justement, pour répondre à des questions qui traînent depuis le mois de janvier, que j'étais venu poser ici, puisque le reportage que j'avais fait, une policière m'avait indiqué que c'était ici qu'il fallait que je vienne pour ce qui est de la pancarte. Et là, finalement, après une couple de mois, on est rendu à 4 mois, 5 mois, 4 mois. On s'aperçoit qu'il faut avoir une réponse, mais que ça ne viendrait pas comme tel du côté du politique. Donc, allons-y directement avec celle-là, à moins que vous vouliez peut-être donner un mot d'introduction vous-même, décrire depuis combien de temps vous travaillez, où est-ce que vous êtes présentement, et qu'est-ce qui vous passionne le plus par rapport à ce que vous faites. Moi, je n'ai pas vraiment l'intention de commenter ça. Je vous dirais, M. Nélis, c'est plus personnel. Non, mais allez-y vos questions. C'est ça. On est plus habitué comme ça avec des médias. Tu sais, on rentre dans le vif du sujet. Puis, J'ai pas de message préfet, fait que je vais vous écouter, je vais vous livrer les réponses que je peux vous donner aujourd'hui. Monsieur Cyr sait que je ne suis pas dans le conventionnel non plus, là, donc je ne dirais pas que j'ai une formation de journalisme non plus. Allons-y à la bonne franquette. on aime mieux parler de nos dossiers que de nous-mêmes, c'est ça. Mais pourtant. Bon.
Donc, la première question que l'on avait, c'était justement la présence d'une jolie pancarte. Désolé, arrêtez ça et baissez ça un petit peu. Ce que l'on a à l'entrée du lobby du quartier général, c'est cette interdiction de filmer et de photographier qui est dans le portique, juste avant de rentrer dans le lobby. Et c'est le sujet de la première question. Donc, comme je vais savoir en préambule, on nous laissait savoir suite à l'entrevue qu'on avait fait avec, je crois que c'était le Jean Deveau, avec qui on avait parlé. Elle nous allait savoir que la ville, que la pancarte n'appartenait pas à la ville, que si j'avais des doléances à faire, c'était de venir justement à la ville pour faire mes doléances. Ce que j'ai fait, il y a plusieurs reportages qui ont sorti là-dessus, puis ça tourne en rond, on n'a pas eu de réponse. J'ai envoyé aussi des courriels et un lieutenant, je crois que c'est le lieutenant Dupéré, que j'avais son contact courriel, et certains membres du cabinet que je vais envoyer l'information. Je n'ai aucune réponse depuis ce temps, malgré une réponse de la part de M. Tabarra qui dit « on va vous y envoyer un courriel ». Je pense que cette réponse-là date du mois de mars. Donc, la pancarte, la dite pancarte, elle appartient à qui? La pancarte comme telle, bien, premièrement, juste rectifier ce que vous avez dit. Vous avez dit l'agent Deveau a dit que ça n'appartenait pas à la ville, puis ils vous ont référé à la ville. Ça n'appartenait pas au SPAL, mais ça appartenait à la ville. C'est pour ça que vous vous êtes dirigé vers la ville. D'accord, j'ai peut-être mal parlé, mais c'est bel et bien ça. J'ai bien entendu. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pancarte-là, on avait de la difficulté à savoir de où elle provient. Il y a des vérifications qui sont en cours. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est assurément pas le SPAL qui a produit la présente pancarte parce qu'on n'a pas le système d'infographie. À savoir d'où vient l'idéologie de la raison d'être de la pancarte, on est en train de le valider parce qu'à aller jusqu'à présent, les réponses que l'on a, c'est tout simplement basé sur de la bienveillance puis basé sur du civisme. C'est pas basé sur une assise légale pour le moment. Le SPAL, notre organisation, est en train, présentement, de faire des validations pour voir s'il y a une façon de faire pour légiférer l'application de la dite pancarte. Parce qu'il faut comprendre que cette pancarte-là, quand on rentre dans un lobby de service de police, on est conscient que c'est un endroit public, mais quand même avec énormément de situations préoccupantes, sensibles. On a des victimes qui viennent rapporter des crimes ignobles. Énormément ou occasionnellement ou très souvent, si vous mettez un pourcentage sur le nombre de personnes qui passent dans le lobby à chaque jour, sur un jour sur semaine, parce que c'était le cas, c'était un lundi après-midi. Honnêtement, j'ai pas les chiffres aujourd'hui vraiment, mais c'est sûr qu'il y a moyen peut-être d'essayer de retrouver les chiffres. Reste à savoir s'il y a de la documentation qui a été prise officiellement par la présence du citoyen qui est venu au poste de police. Parce que des fois, on a des gens qui viennent pour des renseignements, on a des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons, mais effectivement, majoritairement, c'est des victimes. Que ce soit des victimes d'un délit de fuite, des victimes d'actes criminels et autres, puis ils viennent rapporter des choses extrêmement sensibles. Deuxièmement, on a des gens qui viennent au poste de police aussi pour se faire prendre leurs empreintes, parce qu'ils sont présumément accusés de cause, et par la loi, ils se doivent de venir prendre leurs empreintes digitales. Vous comprendrez le malaise de laisser les gens photographier, filmer des citoyens qui ne sont pas encore reconnus coupables devant un tribunal de justice, mais qui doivent se rapporter au poste de police pour venir prendre des empreintes. Et je peux vous dire, pour en connaître de nombreuses victimes de différents crimes, et pensons aux plus ignobles, que ce soit des agressions sexuelles et autres, des gens extrêmement vulnérables, s'il fallait que on ne mentionne pas par civisme aux gens de ne pas vouloir filmer et enregistrer, il y aurait des conséquences très graves sur la santé mentale de ces personnes-là, de leur capacité à livrer ces témoignages-là. Donc, pour vous répondre, franchement, à l'heure actuelle, on va faire des vérifications pour que ça devienne vraiment légiféré, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est que basé sur une règle de civisme. Civisme et bonne foi. Civisme, bonne foi. Voilà. C'est pour ça que quand vous êtes présenté, les policiers n'avaient pas nécessairement de loi pour vous émettre un constat d'infraction ou autre, mais par contre, essayaient de dialoguer avec vous pour probablement amener cette réflexion-là. N'importe qui voudrait prendre des images dans un endroit extrêmement sensible comme ça, on peut faire des parallèles avec des urgences d'hôpitaux, on peut faire des parallèles comme des comptoirs à la pharmacie, on a des informations également
confidentiels qui sont livrés à ces endroits-là, en plus des témoignages sensibles. On a des gens qui s'identifient, rapportent des informations personnelles sur leur situation et leur cas. Donc, c'est pour ça que pour le moment, c'est extrêmement préoccupant pour nous de pouvoir peut-être en arriver à légiférer sur l'aspect de filmer et d'enregistrer dans un lobby de poste de police. D'accord. Donc, la question pour suivre ça, j'ai justement, à ma deuxième visite, si je ne m'abuse, lorsque j'ai rencontré l'agent Stoliarov, désolé, Monsieur Ian, je massacre toujours votre nom à chaque fois que je le mentionne. Il y avait justement des personnes qui étaient sur le côté, qui attendaient pour une raison quelconque, j'en ai aucune espèce d'idée, et jamais ils ont été cadrés par la caméra, jamais ça a été fait. Et à ce moment-là, les personnes ont été apportées sur une porte de côté, probablement vous avez des salles de conférence juste à l'entrée sur les côtés. Absolument. Est-ce que c'est un protocole et des procédures que justement, lorsqu'une personne arrive, parce que même si la salle est bondée, personne n'a de caméra, mais tout le monde a des yeux et des oreilles, ils peuvent écouter tout ce qui se passe. Vous avez raison, ils peuvent. Ils peuvent. Souvent, la première approche, vous l'avez vu, notre lobby, de la façon qui est fait, exact, vitre sécuritaire pour la sécurité des intervenants, avec un petit rond là, dans lequel on parle à l'intérieur. Il faut comprendre que oui, on a des salles de rencontre pour les citoyens, l'autre côté de la porte. Par contre, le premier contact s'effectue toujours à partir de ce premier poste d'accueil, filtrage, écoute, et quand, dépendamment, l'état psychologique de la personne. Est-ce qu'elle est en état? Est-ce qu'on voit tout de suite qu'elle est émotive, elle se sent mal, elle va se livrer à un témoignage extrêmement sensible? Oui, à ce moment-là, on pourrait la faire entrer puis aller dans une salle sécurisée. Mais vous comprendrez qu'il a toujours bien fallu que cette personne-là ait le courage de rentrer dans un portique de poste de police, ce qui est extrêmement, extrêmement intimidant. Vous en parlerez à tous les partenaires, travailleurs sociaux qui travaillent avec les victimes d'actes criminels, spécifiquement les agressions. Et déjà de se livrer et imaginer cette personne-là de rentrer et de sentir non seulement la pression de rentrer, il n'y aurait personne dans le lobby, c'est déjà une expérience traumatisante en soi. De rentrer et de voir des gens qui ne font rien, comme vous le dites, c'est déjà extrêmement intimidant. Et imaginez s'il fallait qu'il y ait quelqu'un avec une caméra en plus, que cette personne-là ne connaît nullement les intentions. Vous parliez tantôt de l'exemple de « ouais, mais peut-être je ne cadrais pas, tu sais, je m'assurais, les gens n'étaient pas dans l'écran. » Comment qu'on fait pour savoir ça? Comment que les gens, le son se capte partout. Donc, honnêtement, là, moi, je ne suis pas à convaincre, je suis tellement pour la sécurisation, si ce n'est que pour le service de la mission première des services policiers, avoir un lieu sécuritaire, serein pour accueillir des victimes d'agressions sexuelles. Et le respect des informations confidentielles qui vont se transmettre dans cet endroit-là, indépendamment de si on en vient à une deuxième étape, donc le deuxième local, il y a déjà ce premier pas qui doit être franchi. La deuxième question de suivi par rapport à ça, il y a cette pancarte-là sur Curie-Poirier, mais il n'y a pas cette pancarte-là au poste sur Cousineau, à Saint-Hubert. Pourquoi? C'est un même genre de poste où une personne peut venir déclarer tout ce que vous m'avez expliqué, mais il n'y a pas de pancarte d'interdiction de filmer à cet endroit-là. Et c'est beaucoup plus petit, mais c'est le même format, une vitre avec un officier derrière. Et pourquoi que là, il n'y en a pas eu? Écoutez, c'est une bonne question. Puis honnêtement, on va se remettre en question sur pourquoi il n'y avait pas de pancarte. Au même titre que je vous dis que le SPAL ne savait pas d'où vient l'origine de la pancarte, mais maintenant, le SPAL est conscient de l'importance de sécuriser ces endroits-là. Donc, on est en démarche, comme je vous l'explique, et merci de le souligner, on n'en avait peut-être même pas eu conscience qu'il manquait une pancarte à cet endroit-là. Donc, ça va être d'autant plus important de s'assurer d'une uniformité dans chacun de nos points d'approche de nos citoyens. Est-ce qu'on est sûr que c'est une pancarte qui manquait ou c'est qu'il y avait une pancarte de trop? Ah, ben. Non, mais je pose la question. Parce que j'ai pas eu de réponse du côté du coup. Et ça, c'est une question. Et ça, c'est une question plus pour les policiers, monsieur. Non, monsieur. Je vais laisser quand même. Non, mais je vais ajouter, mais tu pourras compléter. Vas-y. C'est comme on a expliqué, lorsque le SPAL a voulu voir un peu la pancarte, l'origine de la pancarte, mais là, pour la plupart des gens, elle avait toujours été là.
On peut présumer qu'il y a eu, à un moment donné, un besoin qui s'est fait sentir au quartier général, que sur au poste de Cousineau, dans les faits, il n'y a jamais eu personne à un moment donné qui a dit, écoutez, on a un enjeu où là, les gens veulent filmer, ça serait peut-être, il faudrait peut-être mettre une affiche. Je pense que vous posez la question, pourquoi il n'y a pas uniformité? Je pense qu'on conçoit tous que l'uniformité serait souhaitable. Donc, d'où la réflexion en question. Mais je pense que la raison de ce manque d'uniformité-là, en tout cas, on peut présumer, parce que comme on n'a pas pu l'historique, que dans un endroit, la question s'est posée et le besoin s'est fait sentir, et jusqu'à maintenant, dans l'autre endroit, le besoin ne s'y était jamais vraiment fait sentir. Parce que c'est pas tant la prise d'image à l'intérieur de l'entrée qui est problématique. Par exemple, s'il n'y a pas de citoyens, je pense qu'on n'aurait pas d'enjeu à ce que vous captiez les lieux pour montrer de quoi ça a l'air. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Monsieur Cyr, très intéressant. Monsieur Cyr, vous avez vu le reportage. Et vous-même, Monsieur Yonah, vous avez vu le reportage? J'ai vu le reportage, oui, tout à fait. Et lorsque je suis passé, j'ai même pris le temps de laisser sortir la seule personne civile qui était là pour me retrouver seul dans le lobby après avoir eu une négociation avec l'agent de Vaux. Et à partir de là, il n'y avait personne sur place. Donc, je me doutais que là, ça allait être plus correct. Mais ça n'a pas été correct là, non plus à ce moment-là. Mais permettez-vous de commenter? Bien sûr, bien sûr. Avancer là-dessus. Deux choses. La première, c'est que, exemple, je vais revenir à ce que je vous ai dit préalablement. Moi, je suis un citoyen, je comprends ce que vous dites. Moi, j'ai pris soin de ne pas cadrer les gens. Je vous répète que les gens ne le savent pas si vous les avez filmés ou non, ou enregistré l'audio ou non, indépendamment de votre bonne volonté. La deuxième chose également, c'est que je vous crois, là, je l'ai vu la vidéo, quand vous dites je suis seul dans le lobby avec ma caméra, mais je vous le répète, moi, si j'ai une victime qui s'amorce pour rentrer à travers nos portes vitrées, donc que l'on voit à l'intérieur, puis qu'il voit à l'intérieur une personne qui est munie d'un appareil pour enregistrer, ça se peut que cette personne-là fasse un 180, s'en retourne, puis on la perd. On la perd. Donc, vous comprendrez que c'est important, c'est de là toute l'importance de l'intention que les gens ont avec ces appareils-là. On ne peut pas les savoir. Aujourd'hui, exemple, c'est vous. Demain, ça peut être une autre personne. Donc, c'est cet enjeu-là qu'on doit cadrer on doit le légiférer, ou du moins l'encadrer par un enlignement clair. Bien, on a déjà constaté, de par le reportage et tout ce qui s'est passé, puis le fait qu'on n'a pas encore de réponse, qu'il n'y a pas... Parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais reçu un ticket d'infraction, j'imagine, s'il y avait un code de relié à ça. Donc, il n'y a pas rien qui a été légiféré sur cette pancarte-là. Exact. Et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je vous l'ai dit en toute franchise, vous n'avez pas reçu de billet, les policiers n'avaient pas de pouvoir légaux d'intervention sur vous. Je vous l'ai dit, on s'est rendu compte que c'est en ce moment pas légiféré. Par contre, le SPAL, on est vraiment à faire des vérifications actuellement pour le faire légiférer et voir naturellement la légalité de faire légiférer une telle chose. Parce que c'était une consigne, c'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Exact. Mais en attendant que ce soit légiféré, ne serait-il pas bon de la retirer, de la mettre en bas, comme c'est pour l'instant à Saint-Hubert, et lorsque ce sera légiféré, parce qu'oubliez pas, la pancarte dit « interdit » en gros rouge. Interdit. Si ce n'est pas légiféré, on ne peut pas interdire aux citoyens sur un endroit public de filmer si ça lui tente de filmer. Moi, j'avais un aspect journalistique, j'avais un autre aspect à couvrir. Mais si une personne, justement, ne se sent pas à l'aise et décide, je veux m'assurer que les policiers me traitent comme il faut, parce que malheureusement, les caméras personnelles ne sont pas encore une réalité pour tous les policiers au Québec, et on en parlera une autre fois, mais si la personne décide de se filmer, puis qu'il se frappe à une interdiction de filmer, bien lui aussi va virer de bord. Donc, la caméra, présentement, là, sert aussi de témoin complètement neutre pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et si une personne ne se sent pas à l'aise et qu'elle décide de filmer son interaction dans un lieu public avec des serviteurs publics, bien, normalement, la Charte québécoise, qui est très bien affichée tout de suite à la gauche en rentrant, avec l'article 3, stipule justement la liberté d'expression, qui inclut la liberté de presse, qui dit que partout dans un lieu public, on a le droit de filmer. La seule chose, c'est la diffusion de l'image des personnes privées. Les personnes publiques, vous le savez très bien, si quelqu'un sur le bord de la rue décide de filmer une de vos interventions, bien, vous pouvez lui demander un espace pour s'assurer que tout soit sécuritaire, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de filmer.
on ne peut pas l'empêcher de filmer dans certaines limites. Les policiers, vous l'avez bien dit, oui, il y a l'aspect de l'espace pour intervenir. Hein? On ne peut pas se faire accuser d'entrave, de nuisance au travail policier. Exact. Policier, je donne un autre exemple. Il irait dans son véhicule patrouille pour avoir un lieu confidentiel pour recevoir des informations nominatives privées et la personne insisterait et serait à côté du véhicule à essayer de capter le son à l'intérieur du véhicule. Vous savez, il y a la loi, puis je ne suis pas juriste, là. Je vais laisser les instances concernées faire leur travail. Mais je fais juste vous dire une chose, parce qu'on patauge là-dedans, la police, continuellement. Il y a la loi, le pouvoir discrétionnaire et les situations d'exception. La question qu'on est en train d'aborder actuellement, qui est légitime, c'est est-ce que l'endroit d'un accueil d'un poste de police, est-ce qu'il y a des moyens de le restreindre avec certaines notions que vous comprenez déjà? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, puis vous me posez la question, je vais faire une validation. Je ne peux pas vous confirmer si la pancarte telle qu'elle, elle est encore en place. Je ne sais pas si vous êtes... Je n'ai même pas regardé avant de venir, je vais être franc avec vous, mais je vais questionner les confrères. Je pense qu'elle a été retirée, mais je vais le valider. Je vais le valider le temps qu'on finisse nos vérifications à notre niveau. Mais de toute façon, j'avais déjà l'intention tout de suite après cette rencontre d'aller faire un petit tour rapidement pour voir si elle était là ou encore, ou pas, parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis 4 mois, 5 mois. Donc, je vais aller faire une petite visite. Donc, soit vous l'appelez avant pour dire enlève-les. Ou... je suis assez transparent pour vous dire que j'en suis pas sûr. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que moi, je vous le dis à vous et aux gens qui regardent à la maison, c'est important de comprendre qu'au-delà de, je pense que ça aussi vous le cernez, il y a la loi, puis il y a l'espèce de sensibilité du devoir policier de préserver nos victimes d'agression et nos victimes qui veulent rapporter des délits. Fait que ça aussi, c'est important de le comprendre dans la réflexion. Parfait. Mais juste pour finir ce point-là, parce qu'on a un deuxième point à couvrir, pour finaliser ce point-là, je reviens au fait que nos caméras humaines, c'est l'œil et l'oreille. Donc, des personnes qui se trouvent dans la salle d'attente peuvent entendre et voir tout ce qui s'est passé. Et j'ai même un exemple moi-même, j'ai été à Saint-Hubert, et la première fois que j'ai été à Saint-Hubert, vous n'avez peut-être même pas entendu parler, c'était le 3 janvier. Personne n'a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est rien passé. La policière m'a regardé, puis j'ai dit, bien, selon la charte de la liberté de presse, j'ai le droit de prendre des images. Elle a dit, ah, d'accord. Elle s'est identifiée, pas de problème, d'accord. J'ai pas eu le temps même de monter cette vidéo-là parce que le 13 janvier est arrivé très rapidement. Puis le 13 janvier, ben, c'était une vidéo que je savais qu'elle allait aller toucher à du monde, puis qu'il y a du monde qui allait dire d'accord, pas d'accord. Puis je veux que le débat se fasse. Je veux que le débat se fasse, puis je veux qu'on démystifie le fait que les policiers sont l'autorité suprême. Les policiers ont l'autorité une fois que des citoyens commettent des crimes ou commettent des infractions. Sinon, ce sont des serviteurs publics qui ont porté serment de protéger et servir et de protéger nos droits et libertés qui sont sous la Charte canadienne et la Charte québécoise au Québec. Donc, à partir de là, il faut changer cette dynamique-là parce que il faut bâtir des ponts, justement, entre le civil et les policiers pour que, justement, le monde ait soit plus peur, parce qu'il y a du monde qui ont peur des policiers, puis il y en a qui ne veulent pas demander de l'aide aux policiers quand ils devraient demander de l'aide aux policiers. Puis il y en a qui reçoivent de l'aide puis qui ne veulent pas en recevoir. Ça aussi, il faut mettre ça dans la balance. Mais tant qu'il n'y a pas eu de crime ou d'infraction, ben c'est des conversations cordiales et c'est aussi bien que ça. Donc, comme je laissais savoir, dans le lobby, il n'y a rien qui empêche une personne d'écouter. Puis moi-même, quand je dis, les 2 personnes qui étaient assises sur le côté, je les ai regardées. Je les ai écoutés un petit peu, j'ai senti leur malaise, c'est pour ça que je n'ai pas tourné ma caméra, mais je serais capable de vous en faire une description très précise avec des âges quand même assez proches, ce qu'ils portaient comme habillement, etc. Mais là, est-ce qu'on va nous mettre une pancarte pour dire « interdit de regarder puis d'écouter les autres » ? Comme je laissais savoir, quand j'étais là le 3 janvier, la policière m'a demandé, il y avait une dame avec 2 enfants qui étaient au comptoir, et il semblait parler de quelque chose. Et puis moi, j'ai fait le tour du lobby, comme j'ai fait partout, puis j'attendais de voir quand ce serait mon tour. Et quand je suis arrivé vis-à-vis vos valeurs et vos principes et tout ça, je les ai filmés, là, la policière m'a demandé, « Désolé, est-ce que vous êtes en train de filmer? » J'ai dit « Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour faire... » J'ai pas de problème, j'arrête la caméra. J'ai arrêté la caméra, j'ai été m'asseoir, et j'étais à 3 mètres de la personne. J'ai entendu leur histoire, j'ai entendu tout ce qui s'est passé. Donc,
que la caméra le capte ou moi je le capte, c'est la même chose. Là, ce qu'il va falloir que vous fassiez comme démarche, et c'est peut-être pour ça que c'est long, les avocats sont en train de s'empêtrer sur le fait que les droits et libertés, c'est au-dessus des lois. Et il faut voir si oui ou non ça respecte les droits et libertés avant de pouvoir être imposé comme un code. Là, il va y avoir des exercices à faire pour voir si ça rencontre, je ne me rappelle plus de l'article de loi, mais je crois que c'est un test qui s'appelle un test York, qui va déterminer si oui ou non le lieu se doit d'être semi-privé, comme une salle d'urgence. Une salle d'urgence, il faut que ça soit semi-privé parce qu'il y a des victimes, puis qu'il y a du monde qui travaille sur des choses. Il y a plein d'autres choses, par contre, comme un accueil de poste de police. Un accueil de poste de police, comme je vous ai dit. Et comme vous l'avez dit aussi, vous l'avez mentionné, la voiture. La voiture et tout, peu importe, il faut que ce soit dans les procédures, que c'est au policier de créer, s'il croit qu'il doit avoir un espace confidentiel, de le créer. Il faut que ce soit dans vos procédures. Et donc, si quelqu'un vient, puis quelqu'un filme, puis que justement, comme il s'est passé le 23 janvier, 2 personnes sont mal à l'aise, bien, ils s'en vont dans la petite salle à côté, puis c'est réglé. C'est réglé. Me permettez-vous? Ça, c'est votre vision de la chose, je le comprends. Moi, ce que je vous explique avec l'expérience que j'ai, puis quand vous parlez de bâtir des ponts, tu sais, tantôt, vous me demandez de parler de mon expérience. Je pense que dans les 3 dernières années, c'était mon assignation et relations avec la communauté. Donc, vous parlez à la bonne personne. Faire des ponts, l'arrivée des policiers réseau, la vision d'une police de concertation. Vous parlez à quelqu'un qui n'est pas à convaincre, 100%. Ce que je fais juste vous dire, par exemple, c'est que quand vous dites, exemple, que les citoyens, dans certains endroits, il y a de la sensibilité énorme. Puis ça, je vous le répète, pour bâtir des ponts, c'est de créer la confiance. Puis il faut créer un espace confiant pour que les gens puissent venir voir la police et pas avoir peur. Puis j'amène des fois, puis permettez-moi, c'est important d'amener des nuances dans des propos comme ça. Je comprends que vous avancez, que les gens ont le droit de filmer de A à Z dans un poste de police, puis c'est la diffusion qu'il faut avoir, l'autorisation des gens. Premièrement, on ne sait pas toujours c'est quoi l'intention des gens quand ils filment. Vous êtes d'accord? Vous êtes de bonne foi? C'est probablement pas votre cas. Mais moi, je peux vous dire, un poste de police attire une clientèle variée. Variée. Les policiers doivent s'assurer de garder un endroit sécuritaire à cet endroit-là. Et je vous le dis, moi, j'ai déjà vu des situations où il peut y avoir une escalade de tension. Que les gens, là, vous dites, les 2 personnes ont bien réagi, vous avez arrêté de filmer, ils ont quitté. Je n'ai pas arrêté de filmer, je ne les ai pas filmés. Mais vous avez décidé de tasser la caméra vers eux, en tout cas du moins. Jamais. Ce que je veux juste vous dire, c'est que les gens qui sont là, aujourd'hui, ça réagit comme ça. Demain, ça peut être des gens qui veulent se battre avec vous. Et là, la police va devoir indirectement intervenir et régler la situation. Ça peut être des gens qui vont vous attendre dans le stationnement, et ainsi de suite. Et ça, on doit empêcher également, empêcher la commission d'infraction. Entre autres, par essayer de créer des climats adéquats pour pouvoir intervenir. Je fais juste amener des nuances, puis c'est le point que je tiens juste de fort de mon bagage, c'est des points importants à amener. Je ferme le point avec ceci. Justement, l'expérience de policiers et l'expérience de tous les policiers qui sont sur place, ils sont entraînés à évaluer une menace, évaluer des comportements, évaluer des possibilités, comme vous dites, la porte, l'environnement, etc. Et c'est à eux aussi d'éduquer les personnes qui viennent. Une fois que tous les policiers sont éduqués qu'une caméra ne tire que 30 photos secondes, ça ne tire pas des balles, c'est pas dangereux. Et non seulement ça, mais que c'est un droit, c'est pas un droit, c'est une liberté que tous les êtres humains en Amérique du Nord ont, et partout dans le monde qui se sont portés une constitution basée sur la charte de l'ONU de 1949 des droits universels. Mais tout ça découle de ça, et on ne peut pas empêcher ça. Et là, ce serait à vous, justement, aux policiers, de dire, bien, si quelqu'un a une objection, vous lui dites, non, la personne est dans ses droits de le faire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-vous de la situation et de l'adresser de cette façon-là. Et de toute façon, assurer la sécurité d'un citoyen, je ne sais pas, au niveau légal, veut pas, dans la Charte québécoise, oui, il y a le deuxième article qui est le bon samaritain. Donc, et vous, et les policiers, et moi, on est obligés d'aller en aide à quelqu'un qui est en difficulté, en autant que ça ne met pas en danger notre vie, ça ne met pas en danger la vie de d'autres personnes, puis qu'on aide la personne qui est là. Donc,
le fait d'aider quelqu'un parce que un n'est pas content d'une caméra, c'est tout le monde en tant que société qui devrait faire ça puis dire, écoutez, sur un lieu public, le droit de filmer, pas de problème. S'il y a des problèmes, c'est le droit à l'image. Le droit à l'image, il faut que ça se règle d'une façon civile. Ça ne se règle pas d'une façon policière. On va laisser les instances concernées Bien sûr. établir. Parce que de toute façon, vous avez votre opinion, je la respecte. Vous avez raison sur une chose, on doit s'assurer de faire respecter la Charte des droits et libertés. La police a un devoir et on va laisser, comme je vous ai dit, les instances concernées faire les vérifications requises. Parfait. Pour répondre à votre question. Passons au deuxième point. Oui. Le fameux communiqué interne. Oui. Donc, grâce à la loi à l'accès à l'information, on a pu mettre la main sur ce communiqué-là. Et vous connaissez ce... Oui, oh, je l'ai vu, le communiqué. Est-ce que vous avez participé à à monter? C'est mon équipe Parfait. qui a travaillé le communiqué, tout à fait. Parfait. Donc, je vois que le communiqué est bel et bien en date du 27 janvier. Vous êtes d'une efficacité redoutable. Vous avez trouvé ma chaîne, etc. Et même une jolie photo. Une capture d'écran, qu'on peut dire, de vos reportages. Oui. Et juste un petit sideline, je vous remercie parce que j'avais juste 100 vues avant que ce reportage sorte. Et je crois que ce sont les presque 700 policiers et les 250 travailleurs civils qui sont venus ce week-end-là parce que j'ai eu 1000 vues. Puis là, je me demandais, donc qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux répéter ça? C'est probablement ça. Mais j'aimerais bel et bien qu'on regarde ensemble l'avant-dernier paragraphe. C'est bel et bien celle-là. Non, le dernier paragraphe. Allez-y. Juste vous permettre de refaire la lecture pour être sûr de vous rafraîchir la mémoire. L'avant-dernier? Non, le dernier. Dernier paragraphe. Les actions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en gros, le communiqué est extrêmement exact. Oui, je l'ai vu spinner. Merci beaucoup. Merci. Mais le communiqué est très bien monté et explique justement que le sujet, j'adore être un sujet, est justement venu sur place et ne fait rien d'illégal. Donc, au moins, vous avez communiqué ça à toutes vos équipes. Là, on parlera, il y a des mentions de provocation, il y a des mentions de s'assurer que si vous demandez des informations, bien, de respecter le code de déontologie, etc., etc. Mais j'imagine que le dernier paragraphe, puis je ne veux pas porter de prétention, mais veux pas, c'est dans un domaine de relations de travail patron-employé où est-ce qu'on veut calmer un jeu quelconque pour dire, bien, on s'en occupe. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est surtout d'expliquer la situation à l'ensemble du personnel, du staff. Oui, je veux dire, tout ce qui est en haut. Mais le dernier paragraphe, habituellement, quand on fait un bon communiqué, c'est pour dire qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on s'en va en action, comment c'est important pour nous de le faire pour vous. La plupart des communiqués finissent toujours comme ça. Et ça termine avec des actions ont été entreprises pour circonscrire ce type d'initiative, ainsi que mieux vous outiller pour y répondre. Donc, la question est en deux phases. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ma visite au 13 janvier, depuis ma visite le 23, depuis ma visite le 28 à Saint-Hubert, depuis ma visite le 10 février à Saint-Hubert, depuis ma visite le 13 février à Saint-Hubert? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que oui, j'ai dénoté qu'il y a eu un changement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois le même policier. Et c'était le jour et la nuit. Entre le 28, non? Ouais, il y a un bémol, mais c'est pas grave. On réglera le bémol plus tard. Je suis content que vous avez apprécié votre deuxième intervention. Continuez. J'apprécie toujours mes interventions, M. Yellen. Toujours. Génial. Allons-y. Toujours. Donc, la deuxième partie, c'est mieux vous outiller pour y répondre. Qu'est-ce qui a été fait depuis le 13 janvier pour mieux outiller les policiers par rapport au fait que quelqu'un exerce sa liberté d'expression et sa liberté de presse, si ça lui tente de faire de la presse? Bien, premièrement, vous avez le communiqué dans vos mains. C'est le communiqué qui est envoyé justement parce que ça l'entraînait, disons-le, un inconfort auprès des patrouilleurs. Je vais être franc avec vous. Là. Le fait qu'un citoyen ou un journaliste indépendant rentre dans le stationnement et filme à gauche et à droite, disons que ça n'arrive pas à tous les jours, ça soulève des questionnements. Je vous confirme que j'ai senti le malaise. Bien, je vous le confirme qu'il y en avait un également. Pas parce que les citoyens ont des appréhensions vers les journalistes ou les gens qui filment, mais disons que ça n'arrive tellement jamais
que qu'est-ce qui se passe en ce moment. On est sur nos lieux, on est sur le poste de police. Vous savez, il y a des postes de police qui sont sécurisés à l'aide de clôtures et tout. Le nôtre ne l'est pas. Je sais. Et ça a été, c'est justement un point qu'un de vos policiers a apporté pendant qu'ils avaient une discussion pas loin de moi. Laissez savoir que, ici, il y a le droit d'être là, mais la ville n'a pas mis de grilles. Fait que je ne sais pas s'il y a eu une demande pour mettre des grilles, mais s'il vous plaît, assurez-vous de passer au cabinet que le budget ne devrait pas aller là-dessus. Non. Ce que je fais juste vous dire là-dessus, c'est que les policiers, puis premièrement, les policiers patrouilleurs ne sont pas autorisés à répondre à des questions de journalistes. Fait encore plus, quand vous, exemple, M. Nellis, vous vous présentez avec une caméra, vous identifiant comme journaliste indépendant, les policiers patrouilleurs n'ont même pas l'autorisation de parler. Non. Et ils n'ont pas l'autorisation de parler au nom de l'organisation à des journalistes indépendants. On a une section qui est les communications et les relations avec les médias qui sont autorisés à parler au nom de l'organisation. Moi, je les ai vus, vos différents reportages. Il y avait des questions très personnelles qu'on posait à des policiers qui peuvent les mettre dans l'eau chaude parce que, exemple, quand on pose des questions sur quelle est votre opinion sur le port des caméras corporelles pour les policiers. Exact. Les policiers ont droit, l'humain derrière l'uniforme a droit à une opinion, mais le policier n'est pas autorisé à parler au nom de l'organisation et de le faire, il peut se mettre dans l'embarras parce que le SPAL a sa voix pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et si nos policiers, et nous avons un devoir en tant qu'employeur de leur réitérer nos attentes envers ce qu'ils ont le droit de dire et non à des journalistes. Je vais juste vous le dire. Et je vous le dis, ma section, on a d'extrêmement bonnes relations avec l'ensemble des journalistes. C'est notre travail. Mais moi, comme je vous le dis, c'est l'enjeu premier. Premièrement, inconfort sur les intentions de la personne. Là, vous m'avez dit tantôt, oui, mais les policiers devraient être outillés à savoir reconnaître un réel danger et analyser. Vous avez raison. Exact. Par contre, je vous amène une nuance encore une fois sur les meilleures personnes mal intentionnées par moment, et je ne dis pas que c'est votre cas aucunement, j'apprends à vous connaître, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y en a qui ont l'air drôlement à leur affaire et très, très légal, poli, professionnel. C'est les meilleurs. Oui. Et non, loin de moi, les bandits à cravate. On a eu un événement qui s'appelait le 11 septembre, imaginez-vous. Il y a des gens qui ont passé des guérites, il y a des gens qui ont passé des sécurités, et ainsi de suite, et il est arrivé des événements malheureux. Je fais loin de là de faire des comparaisons d'extrêmes. Ce que je fais juste vous dire, c'est qu'il existe, malgré tout, malgré ce flair policier-là, vous l'avez dit, au départ, beaucoup plus d'appréhension de la part des policiers. Et au fur et à mesure où on a appris à connaître les reportages, c'est quelqu'un qui fait un travail dans une voie qui est la sienne, ainsi de suite. Tout d'un coup, j'ai senti une différence dans l'approche. Les gens avaient l'air de me reconnaître, du moins, me portaient moins d'intentions malveillantes. Et c'est un peu ça qui s'est créé. Donc, c'est pour ça que je pense, entre autres, vos premières approches. Approche inhabituelle, je vous le dis, ça n'arrive pas souvent. Deuxièmement, le fait d'apprendre à vous connaître au fur et à mesure fait en sorte que, on commence à se faire une tête sur l'individu. Et troisièmement, comme je vous dis, même si vous pensez que les policiers, du premier regard, devraient tout de suite voir c'est une personne bienveillante, une personne mal intentionnée, on ne le sait pas. Je suis d'accord. C'est toutes ces raisons-là. C'est le pouvoir d'enquête. C'est pour ça que le communiqué visait à informer nos policiers et surtout, si vous lisez le communiqué, c'est dit aux policiers de référer la personne à ma section. Exact. Et à ce jour, je n'ai jamais reçu d'appel de notre part, malheureusement. Mais il était quand même mentionné, et je pense, pour avoir vu certains de vos reportages, où on vous invitait à communiquer avec la section média, et à ce jour, je n'ai jamais reçu de demande officielle de votre part. Bien sûr, parce que... C'est par moi. Exactement. Non, mais je fais juste vous le dire, la main était tendue, et à ce jour, je n'avais jamais reçu de demande officielle. Et la raison pourquoi vous n'aviez rien reçu de ma part, c'est que le dossier m'avait amené ailleurs. Et justement, il fallait, pour moi, encore, cette damnée pancarte... C'était du domaine de la ville, puis il fallait que je fasse mes doléances à la ville, puis la ville n'est pas content que je sois ici avec une caméra non plus, M. Yannon. Pas du tout. C'est pas qu'on n'est pas content, je vais être franc avec vous. Mais revenons à la question. La question était, comment avez-vous outillé depuis le 1er janvier? Vous avez donné des exemples, mais pas des exemples spécifiques au SPL. Comment vos policiers ont été outillés, formés par rapport à ce type d'activité depuis le mois de janvier? On a envoyé un communiqué. J'ai rencontré personnellement les gestionnaires des policiers patrouilleurs pour leur expliquer ce que je vous dis verbalement, donc les façons d'éduquer leurs policiers.
qui leur dit de communiquer avec la section médias. Et voilà ce qui a été fait. D'accord. Fantastique. Et donc, il n'y a pas de directive qui avait été donnée de si quelqu'un a une caméra, ben, à part ce que je vois ici sur le communiqué, là, parce que si quelqu'un a une caméra, ben, s'il n'y a rien d'illégal, ben, on le laisse tranquille. On peut aller lui poser des questions, mais s'il décide de répondre à une question, tant mieux. Mais s'il décide de ne pas répondre à des questions, ben, il faut mener son enquête d'une autre façon. Ben, ça a été dit verbalement, comme vous le dites, parfait. avec l'ensemble des gestionnaires. C'est parfait. Juste pour être sûr, les policiers qui ont répondu à mes questions, il n'y a pas eu de dossier disciplinaire pour personne d'entre eux? Personne. 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 Et ça, dans tous mes reportages? À personne. Parfait. C'est parfait. J'aurais été mis au courant. Et de toute façon, juste pour le savoir, inspecteur Yannon, c'est le contact policier, là, c'est eux qui sont venus à moi. Les 2 premiers policiers, je me rappelle malheureusement pas de leur nom. Et je m'amuse toujours à dire qu'à chaque fois que 2 policiers arrivent, c'est un good cop, bad cop, puis je sais pas s'ils décident entre eux autres lequel qui va faire quel jour. Je me rappelle Et un bon grand gaillard, puis un autre un petit peu plus petit, je me rappelle malheureusement pas des noms, je crois qu'un c'est M. Desbiens, si je me rappelle bien. L'autre, malheureusement, ça m'échappe. Et à partir de là, j'ai eu toute la difficulté du monde à bien cadrer parce qu'ils étaient très, très proches de moi. Et veut pas, ben, quelqu'un d'autre se serait peut-être senti intimidé de voir, peut-être pas M. Desbiens, mais l'autre faisait 6 et 2, 6 et 3, puis tu sais, quand tu es sur une caméra puis que tu sens que son chest est à peu près là. Mais vous savez quoi? Je suis content qu'ils soient venus vous aborder. Bien sûr, moi aussi. Je suis très content comme employeur qu'ils soient venus vous aborder. Mais continuez. Exactement. Mais à partir de là, ils ont posé des questions et c'était une libre conversation puisque je ne sentais pas que j'étais en état d'arrestation, que je ne sentais pas que j'étais sous enquête. C'est juste qu'ils étaient curieux de ce que j'étais en train de faire. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que je faisais. Puis j'ai été transparent en plus. Pourquoi? Parce que j'ai senti que oui, ils ont suivi leur code de déontologie. Ils se sont identifiés. Un des 2 s'est identifié correctement. Malheureusement, pas le deuxième. Et dès que je demande le numéro de matricule, qu'un des policiers s'exclame « Ah, t'as un gars de même! » Et que là, je vais lui poser une question. Vous voulez dire quoi par un gars de même? Et qu'il me tend, si je n'aurais pas dit qu'il m'a garoché une carte, et que j'ai pas le numéro de matricule sur la carte. Donc, il a manqué à son devoir et à son code de s'identifier correctement. Parce que moi, ce que j'ai demandé, c'est nom et matricule. Si sur la carte, il y avait le matricule, j'ai pas de problème, mais le matricule n'est pas sur la carte. Donc, conversation, etc. Ensuite, sachant qu'ils ont un genre de caucus, d'autres policiers qui me posent des questions. Ah, c'est votre activité des après-midi, ça? D'accord, mais ils n'ont pas compris dans le caucus que tout ce que je faisais, c'est venir faire un reportage. On dirait qu'on tentait de sortir d'autres informations. Et là, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur, qu'un citoyen, qu'une personne rentre et se fasse menacer de faire monter un dossier d'intimidation, là, il y a eu de l'impair, pas à peu près de la part de l'agent de vous. Et quand on a une interdiction de filmer et que l'agent lui-même sort son téléphone pour nous filmer, 2 poids, 2 mesures, non? C'est quoi votre question? La question est pourquoi la policière, elle, ne respectait pas l'interdit? Et là, je n'ai pas fait mes recherches, mais normalement, lorsqu'un policier sort un téléphone pour filmer quelque chose, c'est pour capturer un crime ou de prendre des preuves. Et là, et normalement, pour faire ça, il faut avoir une cause probable, il faut avoir des indices qu'un crime s'est commis, va se commettre ou est en train de se commettre. Donc, et justement, cette vidéo-là, une fois qu'elle a été prise, non seulement une première, mais elle a ressorti sa caméra une 2e fois. Mais à partir de là, justement, ce réflexe-là et tout ce qui est là, est-ce que oui ou non, Mme Deveau a été adressée d'une façon directe par rapport à son comportement ou pas? Bien, premièrement, je ne sais pas si Mme Deveau elle enregistrait quand elle a sorti sa caméra. C'est une chose, une perception. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas personnellement le gestionnaire de Mme Deveau. Je ne peux pas vous répondre, mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de démarche administrative ou disciplinaire là-dessus parce qu'on m'aurait tenu au courant. À savoir le micro-détail de ce qui a été fait comme approche à Mme Deveau,
Je ne sais pas à l'heure où je vous parle. D'accord. Vous, si vous avez des doléances, j'imagine, avez-vous parlé ou vous allez porter une plainte ou adresser Ça m'appartient. Ça vous appartient. Merci. Voilà. Parfait. Donc, revenons à la première phrase de ce justement magnifique paragraphe. Des actions ont été entreprises pour circonscrire ce type d'activité, ce type d'initiative. Ouais. La nature, vous avez participé. Vous vouliez dire quoi par circonscrire? Parce que circonscrire a plusieurs nuances. On en a discuté longuement, moi et M. Cyr. Moi, circonscrire, surtout dans ce contexte-là, c'est clair, net et précis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encadrer, ça veut dire s'assurer que... moi, de la façon que j'interprète aussi, c'est s'assurer que ça ne se propage pas, parce qu'un feu, tu essaies de le circonscrire, c'est que tu ne veux pas qu'il s'étende partout. Tu veux qu'il soit confiné en quelque part, tu veux qu'il soit contrôlé. C'était quoi, justement, A, la première question, le verbe circonscrire, dans quelle nuance vous vouliez l'utiliser, et B, quelles actions qui ont été prises, justement, pour circonscrire ce type d'initiative depuis le 13 janvier. Les actions, je vous les ai dit tantôt, le communiqué, la rencontre des gestionnaires. Ça, c'est une chose. Circonscrire, ce que ça veut dire, M. Nellis, c'est pas compliqué. À chaque nouvel endroit où vous vous dirigiez, que les gens n'étaient pas au courant de vous êtes qui, c'était toujours un éternel recommencement. Vous vous adressez aux policiers, donc les policiers ont des réflexes, comme je vous dis, de sécurité, de prévention et d'approche. On avait, comme vous êtes allé à différents endroits, nos policiers ne savaient pas tous qui vous étiez. Nous, comme organisation, comme employeur, on se doit juste de donner l'heure juste à tous pour que les gens sachent qui vous êtes, c'est quoi vos intentions. Parce que je vous le dis, là, c'était toujours un éternel recommencement parce que les gens ne le savaient pas. Donc, c'est pour vous faciliter la tâche. L'autre chose, c'est que quand on dit également, on va vous demander de donner une trajectoire claire aux journalistes qui s'identifient comme tel, bien dites-lui qu'il fait affaire avec nous. Et au lieu que ce soit même pour vous, ou peu importe quel serait le journaliste, que vous fassiez des approches auprès de gens qui ne sont pas autorisés à vous répondre et que vous, malgré tout, les mêmes questions reviennent. Dites à cette personne de faire affaire avec nous, on va lui offrir un service comme il se fait actuellement et on va se donner la peine de pouvoir répondre à ces questions officiellement au lieu que ce soit toujours un éternel recommencement ou que vous viviez un inconfort parce que vous ne vous adressez pas nécessairement aux meilleures personnes pour pouvoir répondre à vos questions. Faites-vous-en pas pour mon inconfort, ça fait longtemps que j'ai réglé ça. Bien, je vais y aller sur la phase, adressez-vous aux bonnes personnes pour pouvoir répondre à vos questions. Bien, de toute façon, toutes les autres présences qu'il y a eu, c'était justement pour la loi à l'accès à l'information. Donc, je me présentais là pour avoir des informations, dont ce que j'ai reçu là. Donc, vous couvrez ça et pour circonscrire, donc vous me laissez savoir que votre perception de circonscrire, c'était envers tous les policiers à l'intérieur du corps du SPAL. Parfait. Bon, ben écoutez, ça va. Je voulais vous mentionner votre efficacité au niveau de vos méthodes d'enquête, puisque grâce à la loi de l'accès à l'information, j'ai découvert que, premièrement, même le directeur a été impliqué. M. Bélanger a écrit un courriel à la ville, puis c'est du côté de la ville que j'ai eu accès à l'information, comme quoi que nous sommes en train de chercher l'identité de la personne, et l'autre phrase tout de suite après est caviardée. Donc, c'est probablement une technique d'enquête qui devait être écrite là pour, selon la loi d'accès à l'information, vous avez le droit de caviarder des techniques d'enquête. Dès le lendemain, dans des courriels de la police, Nellis apparaît. Mon nom de famille apparaît. Est-ce que vous pouvez m'informer plus? Parce que comment mon nom a été trouvé? Pourquoi mon nom a été cherché? Et pourquoi, dans un autre courriel, j'ai vu la mention d'un R200? Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi un R200? Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle méthode d'enquête a été faite pour essayer de trouver mon identité? Honnêtement, la technique d'enquête, je ne la sais pas. Puis probablement que si je la savais, je ne serais pas autorisé à vous le dire pour les mêmes raisons qu'il y a des choses qui sont cavardées. D'accord. La deuxième des choses, au niveau de... vous me disiez comment ça se fait qu'on a trouvé votre identité. Honnêtement, je ne sais pas. La question est plus, pourquoi vous cherchez mon identité? Ben, je vais y aller. Pour circonscrire? Ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'on essaye toujours, dans notre évaluation de menaces, de connaître les gens, connaître les intentions des gens. Est-ce qu'un R200, c'est une évaluation de menace? Non, un R200, c'est un code MIP. Ça veut dire que c'est un rapport d'assistance au public. C'est une nature de rapport. Là, vous faites référence à R200. Est-ce qu'il y a eu un rapport? Je ne sais pas. Bien sûr. Si vous avez un numéro, peut-être que vous avez fait la demande d'accès,
vous devriez y avoir accès. J'en ai aucune idée. Mais pour répondre à votre question, à R200, c'est une assistance au public. C'est public, OK. justement. C'est une nature d'événement. Ça peut être une carte d'appel ou ça peut être un rapport de police. Donc, en fin de compte, envoyer un code R200, ça laisse savoir qu'il n'y a pas d'activité criminelle ou d'infraction. C'est une demande d'information de la part du public. Une assistance, c'est Quelque une chose nature comme ça, de d'assistance. nature. Exactement. OK. Si c'est un voie de fait, ça va avoir un code voie de fait, va le qualifier, ainsi de suite. Parfait. Ça va être la... On est déjà serré sur le temps. Je pense que combien de temps il vous reste? Ouais, on se dit, ouais, on a un peu débordé, mettons. On a commencé en retard. C'est vrai. C'est Comme pas ça, ça on a un que 15 de plus. On avait dit 1 heure, là. Moi, je donnerais un 15 de plus. Mettons, j'ai pas toi. Là. J'ai pas besoin de 15 de plus d'après moi, Ah, bon. mais j'ai pris le temps de mettre en parallèle sur cette vidéo-là, Je peux? oui, de prendre une vidéo que j'ai reçue par la loi d'accès à l'information de Madame Deveau et aussi n'ayez pas peur. Non, Je sais pas comment. Je vais mettre derrière vous. Ouais, c'est bon. C'est moi, d'accord? Oui, je vous ai reconnu, là, c'est correct. tu peux le mettre. C'est interdit de photographier, de filmer. Donc, le temps que j'ai passé à l'intérieur, ça c'est la vidéo intégrale sans que j'aie coupé les bouts plates, etc. Donc, je l'ai laissé aller et ça dure exactement à peu près 15 minutes. De l'entrée à la sortie. Donc, j'attendais que le monsieur-là ait terminé. Je prenais les images, comme on voit bien, de la charte et comme on voit bien vos valeurs, votre mission, etc. Donc, on va l'avancer un petit peu parce que vous pensez Merci. à 3 minutes à peu près, c'est là que ça commence. Donc là, le monsieur s'apprête à sortir. Je suis dans le cadre de porte parce que j'ai une interdiction de filmer. Ça ne tente pas d'avoir un skate. C'est votre première visite, ça? En première, là, c'est celle-là du 13 janvier. 13 janvier. Désolé pour le titre, mais oui, c'est un cirque. Le cirque, c'est surtout pour accrocher du monde à ce qui se passe. Donc, ici, on voit Ça, c'est l'image. l'enregistrement. OK. Donc, j'ai mis séparément, voici ce qui a été capté. Ça, c'est la première fois que je le vois en passant. Fait que merci de m'en informer. Pas de problème. Et là, bien sûr, à cause de la pancarte, je ne voulais pas m'avancer, Ouais, parce ça que y est je ne voulais pas pas si avoir un vous aviez- ticket. ouais, c'est ça, je comprends. C'est des questions que j'avais à poser. Donc là, le monsieur sort, donc je m'assure de ne pas le capter pendant que Mme Deveau pogne son dos. Et là, je me mets en attente, voir si quelqu'un va m'être envoyé. Et à partir de là, ben, c'est la pause. On n'a pas eu la permission de rentrer. Donc, on va attendre qu'on vienne nous... On continue, on avance un petit peu. Puis là, après 1 minute et quelques, 1 minute 30, ben, je me disais, je vais attendre 5 minutes, savoir si on envoie quelqu'un, s'il y a un superviseur qui sait plus de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est à ce moment-là que Mme Deveau décide de ressortir sa caméra. Et là, j'ai mis un espace pour montrer que je n'ai pas reçu cet enregistrement. Avec la loi d'accès à l'information, j'ai demandé d'avoir ce nom. Et en plus, je l'avise. On va vérifier si on peut avoir ces photos-là par la loi d'accès à l'information. Est-ce que, si vous ne voulez pas me répondre, est-ce que vous pouvez m'envoyer un superviseur, s'il vous plaît? Ah, pardon? Oh, mais c'est un peu loin, sinon je vais rentrer avec ma caméra. Et là, bien sûr, il y a la discussion pour savoir est-ce que oui ou non c'est un code, c'est une règle, etc., jusqu'au moment où est-ce que Mme Deveau, finalement, décide que c'est plus nécessaire de me filmer. Et c'est à ce moment-là, c'est exactement ici que ça arrive, juste avant que ça descende. Donc là, Vous, présentement, vous êtes en fonction et votre code de déontologie demande de vous identifier lorsque un citoyen... et c'est seulement au moment de la mention du code de déontologie que là, la caméra est descendue. Comme un enfant qui s'est fait cogner à faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, l'enregistrement qui est là, qui existe, s'il a été détruit, il y a du monde entre eux. Parce que c'est un document public qui a été fait durant un acte policier. Le policier était durant ses fonctions. Quand il enregistre une image, ça devient un document qui est libre à l'accès à l'information. Donc, C'est quoi votre question pour moi? la question pour vous, c'est où est cette vidéo et si vous pouvez l'amener à vos supérieurs. Parce que moi, pour compléter tout ce qui s'est passé, c'est ça. Et le plus important qu'il y a là-dedans, ici aussi, je ne sais pas si vous l'avez noté au niveau de l'enregistrement, mais Mme Deveau, une fois qu'elle prend ses images,
Elle mentionne la chose suivante. Ah, des belles images pour mettre sur Spotted Longueuil. Voilà. On va mettre ça sur Spotted Longueuil. Oui. Voilà. On va mettre ça sur Spotted Longueuil. Oui. C'est quoi Spotted Longueuil? C'est sur Facebook, Spotted, les Spotted, etc. Oui. Les policiers prennent des images de citoyens et envoient ça sur les réseaux sociaux. À ma connaissance, non. Vous pensez pas qu'elle faisait référence à ce que... J'aurais pu puis là... Que vous mettiez vos images. C'est peut-être à vous, ça s'adressait peut-être à vous. Voulez-vous réécouter? Non, mais je vous... J'ai pas besoin de l'écouter. On peut l'interpréter d'une façon comme d'une autre, je suis persuadé. Elle me dit, c'est des belles images, on va pouvoir les envoyer à Spotted Longueuil. Spotted Longueuil est-il un outil de communication pour les policiers au SPAL? Tout à fait non. Pas du tout. Mais je vous le répète, moi aussi, puis je suis capable de faire preuve là, de... Ça dépend de l'interprétation que Mme Deveau disait de la phrase qu'elle vous a envoyée. Est-ce qu'elle disait « ça va être des belles images à vous » moi, je suis capable de dire de bonne foi que ça peut être le cas aussi. Donc, vous me dites que Spotted Longueuil, c'est pas un outil qui est utilisé. Je parle, c'est mon équipe qui s'occupe des communications. Il n'y a pas de Je problème. vous confirme que la voie officielle des communications du SPAL sont les réseaux sociaux officiels du SPAL. Parfait. Donc, mes sources qui laissent savoir que certains policiers, dans des cas de panne ou dans des causes qui veulent envoyer des images rapidement entre eux autres, utilisent des comptes Spotted pour s'envoyer ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est courante comme pratique policière. Et même si ça avait arrivé, ben, on se devrait d'agir en tant qu'employeur. C'est parfait. Dans ce cas-là, je vais juste le mettre clairement aussi, parce qu'à partir de là, c'est bel et bien ce que la dame dit. Là. Elle dit, je prends les images, ça va être des belles images, on va pouvoir envoyer ça sur Spotted Longueuil. Donc, dépendamment de l'interprétation de Mme Deveau, est-ce que c'était vous ou elle, ça l'amène la nuance et l'importance de ce qui a été dit. OK. Parfait. Donc, Spotted Longueuil n'est pas un outil. Non. Parfait. D'accord. Ben, ça répondait à ces questions-là. Puis, on est pas mal long sur le temps. Puis déjà, moi, quand une vidéo dure 1h19, c'est tellement lourd à transférer, etc. Ça va être ça. Donc, pour le suivi de tout ça, les différentes conclusions, c'est qu'il va y avoir un suivi qui doit être fait au niveau de la pancarte. Comme je vais savoir, je vais prendre sur moi aussi d'aller faire un petit tour puis d'aller vérifier si la pancarte est encore existante ou pas. Juste pour vous le savoir, le sondage au niveau des caméras personnelles, je vous dirais que vos policiers sont à 50% pas de commentaires, puis 50% on est pour. Puis j'imagine que dans ceux-là qui n'ont pas de commentaires, je vais m'imaginer que la moitié sont pour. La position officielle que vous êtes capable de me donner au niveau de la direction du SPAL sur la position sur cet outil, est-ce que oui ou non, c'est un outil que vous voudriez voir en fonction plus tôt que tard? Moi, je vous dis que la voie du SPAL, c'est qu'on va devoir s'associer aux instances nationales, aux instances provinciales. Le dossier des caméras corporelles, c'est un dossier qui, à nos yeux, se doit d'être fédéral de par l'application et la transmission de preuves du code criminel. Fédéral? Fédéral. Okay, code criminel applicable à l'entièreté du Canada. Donc, non seulement les règles de preuve, la loi sur la preuve relève du code criminel. Qui est canadien. Donc, il y a énormément de choses que l'on doit attacher au niveau fédéral et par la suite au niveau national par province. Puis ultimement, ben, il va falloir relier les coûts reliés à tout cela. Et je on n'a pas besoin de mentionner des coûts, s'il vous plaît. Non. Une fois que le politique décide, oui, on en fait une priorité, l'argent arrive. Le SPAL va toujours être pour des initiatives qui peuvent amener de la transparence, de la facilité dans de la transmission de preuves, puis ultimement désescalader des situations pour la protection du public, de ses citoyens et de l'opinion publique. Donc, est-ce que le PAL est pour ou contre cet outil? Le SPAL est pour l'utilisation de ces caméras. Parfait. Et j'ai vu dans un des plusieurs courriels passés, vu que c'est des questions que j'ai posées à la Ville, mais que la Ville parle au directeur et le directeur parle à certaines personnes qui se répondent, mentionner que la position, c'était la position, je ne me rappelle pas de l'acronyme, mais de l'Association des directeurs de policiers du Québec. L'ADPQ. L'Association des directeurs de police. Donc, j'ai vu ça passer. Et la position de cette association, c'est quoi?
Je ne connais pas la position Ok. de l'Association des directeurs de D'accord. police du Québec. Je ne suis pas leur porte-parole de toute façon. D'accord. Je ne m'embarquerai pas là. Donc, en espérant que Longueuil et le SPAL embarquent, et l'agglomération complète, embarquent dans le train, parce que le SPVM, à ce que je sache, ont des budgets depuis 2024. Je pense un 18 millions qui a été mis. Et mes sources me laissent savoir que il n'y a pas grand-chose qui a avancé avec le 18 millions en 2024. Donc, on va voir ce qui se passe en 2025. Fait que oui, c'est un autre dossier qu'il faut que j'aille voir. M. Couetteau m'a rappelé très gentiment d'arrêter d'être en croix. Non, pas d'arrêter. Il dit, est-ce que je vous ai fait juste Longueuil? Non, mais là, c'est mon dossier, Longueuil. Les autres, on va aller, puis comme je l'ai dit, pour moi, Longueuil et l'agglomération, ben, c'est la numéro 4 à la province. Il y en a qui disent Gatineau, mais moi je dis non, Longueuil est plus important que Gatineau. Longueuil, Québec, Laval, Montréal. C'est réglé pour Montréal. La SQ qui est partout ailleurs, c'est qu'une fois que ça va être réglé là, il reste juste ces 3 autres villes qui doivent mettre leurs pieds dans la balance. Puis ça, j'ai déjà eu la parole de dire que oui, c'était une priorité pour Longueuil. Là, il faut voir si les actes vont arriver. Mais je suis content d'entendre dire que oui, le SPAL, c'est le genre d'outil au niveau de la transparence, de l'imputabilité que vous voulez absolument avoir. Puis quand je parle de transparence et imputabilité, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour le citoyen de l'autre côté. Parce que lui, s'il dit quelque chose, puis l'autre dit quelque chose, puis ça se perd dans l'entre-deux, la caméra ne mange jamais, en autant que c'est enregistré en continu. Et la caméra, souvent, on ne montre pas l'entièreté. Donc, amener des caméras corporelles, vous comprenez, des fois, les images sensationnalistes où il y a du montage, Oui. mais on serait tout à fait Non, pour non, qu'est-ce qu'il y ait une transparence de A à Z sur ce qui est diffusé par rapport à l'intervention. Votre justement, évaluation. Parce que moi, j'essaye aussi d'être transparent et d'être imputable. Les bouts que je coupe, c'est les bouts qui sont plates, je vais juste accélérer ou etc. Donc, jusqu'à date, ce que vous avez vu, bien, j'imagine, là. Mais Il ne doit pas en avoir beaucoup parce qu'on est très intéressant, moi et M. Ouais, là, on va voir. On a hâte de voir ce montage-ci. Il n'y a pas de problème. En plus, on verra. vous allez, malheureusement, savez-vous quoi? Vous allez avoir tellement peu de vues parce que le monde qui veut le voir bien souvent avec ce type de niche-là, c'est soit des policiers qui font pas bien leur travail ou du monde se faire tabasser dessus pour dire « t'avais pas affaire à aller aller chercher le trouble ». Ouais. Parce que parler à un policier, supposément, c'est chercher le trouble. Non, écoutez, il faut justement que ce pont-là soit fait. Il faut que les policiers réalisent que, serviteurs publics, il faut que les policiers se rappellent plus de leur serment. Je ne vous demanderai pas de réciter votre serment. Ça doit faire longtemps que vous l'avez fait. S'il vous plaît. Je ne le connais pas par cœur. Je connais les grandes lignes, mais Parfait. demandez-moi le pas lettre par lettre. s'il vous C'est plaît. beau. Mais comme n'importe quelle profession qui a un code de déontologie, c'est pas pour vous dire quoi faire. C'est pas pour vous dire pas quoi faire, c'est pour vous dire quoi faire. Et ça, il faut que la mentalité change, parce que même le code de déontologie, dans la manière qui est monté, c'est le policier ne doit pas. Dis donc ce qu'il doit faire. Parce que le ne doit pas, là, le cerveau est comment? Il y a beaucoup de policiers, d'après moi, qui lisent le code de déontologie puis oublient de lire le ne pas. Le policier doit. Et il va falloir travailler sur les rapprochements. Et ça, l'expression de la liberté d'expression, l'exercice de la liberté d'expression, que ce soit sous une forme de presse, que ce soit sous une forme de « je veux documenter ce qui s'est passé », mais il faut que les policiers connaissent justement les lois et les règles par rapport à la Charte québécoise, parce que c'est la première chose sur laquelle ils jurent de protéger et de servir. C'est la première chose qui arrive après au Québec, c'est la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Au Canada, je ne sais pas dans les corps policiers, est-ce que c'est le même serment pour tout le monde qui sort de Nicolette? Honnêtement, je vérifie. J'ai prêté serment à mon organisation. Parfait. J'ose présumer que ça se ressemble si ce n'est pas le même. Je vais vous laisser mon courriel. Je serais très intéressé à avoir justement une copie du serment pour pouvoir voir exactement le verbatim au complet. Parce que présentement, je croyais vraiment que c'est tout policier qui graduait, que c'était à sa sortie de Nicolette, et au moment où il savait qu'il était engagé, que là, il portait serment et que c'était le même serment pour tout le monde. Comme je vous dis, on le prête dans nos organisations respectives. Est-ce que c'est le même? On fera les vérifications, M. Lévis. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi à la caméra. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis j'avais un point qui m'est venu en tête par rapport à ça, mais il est parti, donc c'est l'âge.
Pas grave, vous envoyez un courriel, vous me le réécrirez si vous avez des questions. Ça serait le fun de l'avoir sur caméra, si c'était On un se fera bon un team, moment. c'est tout. Si Vous c'était ferez un un bon team, moment. là, vous m'appellerez, je suis pas loin d'un écran d'une caméra d'ordinateur. Si c'était un bon moment, mais je veux juste reculer à ce que je suis en train de dire, puis si je le retrouve, je le retrouve. Mais il n'est pas là. Je vous l'enverrai par courriel. Ça vous va? Ça me va extrêmement bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice. Donc, les questions qui étaient adressées à la Ville ne sont plus adressées à la Ville. Et en vous parlant, je viens de me rappeler, qu'est-ce que je vous allais vous dire? Allez-y. Il y a eu des mises en demeure qui ont été données à la Ville de Longueuil. Et dans les communications qui ont été faites entre la Ville et les policiers, il y a eu mention de d'autres mises en demeure que j'aurais fait ailleurs sur la rive sud de Montréal. Et ça laisse savoir que plusieurs autres de nos collègues dans la Montérégie, dont spécifiquement Richelieu-Saint-Laurent, vivent la même chose. Donc, c'est un courriel qui est passé en quelque part là, à la fin du mois de février. Mon nom est sorti à Longueuil le 22. Officiellement, il est peut-être sorti avant, mais si le directeur a dit à la Ville qui cherchait à m'identifier, puis que ce journée-là, mon nom apparaissait pas, puis que le lendemain, sur un courriel, mon nom de famille apparaît, pourquoi mon nom de famille s'est retrouvé par la suite à Richelieu-Saint-Laurent? Est-ce que le SPAL communique des informations sur des enquêtes à tout le monde autour de la Rive-Sud? Vous concernant personnellement, j'ai pas l'information. OK. J'ai pas l'information. Est-ce que les organisations policières se transmettent de l'information? Assurément dans des matières d'enquête. Mais spécifiquement pour vous, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous le dire, je ne sais pas. Et la question hypothétique, s'il y avait eu une enquête sur ma personne, c'est quoi les raisons d'enquêter vu qu'il n'y avait pas de crime puis que j'étais un R200? Comme je vous disais tantôt, quand il y a des gens qui font des actions inhabituelles, les policiers se doivent. C'est pour ça que tantôt également, je vous ai dit, j'étais content que les policiers viennent vous adresser, au moins vous interpeller, venir vous rencontrer, savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fait le gars. Exact. Qu'est-ce qu'il fait Ne là? pas le faire, je ne serais pas content comme employeur. Parfait. Après ça, de comprendre, comme je vous ai dit tantôt, la première impression, qu'on ne connaît pas les gens, on essaye de savoir est-ce qu'ils représentent une menace ou non. Et vous comprendrez que c'est pour ça, entre autres, qu'on essaye de cerner les personnes pour connaître leur pedigree, le cas échéant, ou non, à savoir si on évalue la personne comme étant dangereuse. Donc, vous me ou dites non. que s'il y a eu enquête sur moi après ma visite, le 13, parce que là, j'ai senti en plus que des voitures autopatrouilles étaient en train de vouloir trouver mon véhicule, parce que j'imagine qu'une plaque, c'est la meilleure façon d'identifier quelqu'un. Dès que quelqu'un a une plaque d'immatriculation, dès qu'on a une plaque, on sait tout sur lui. Bon, c'est le propriétaire du véhicule, effectivement. Exactement. Donc, on sait tout au complet de A à Z. Mais c'est pas ma plaque qui a été prise. Puis, j'ai pas eu d'interaction avec aucun autre reportage, etc., entre les deux, puis mon nom est sorti, donc il s'est passé quelque chose. Le fait, par contre, que suite à mon arrivée à l'intérieur du lobby, puis de tout ce qui s'est passé, s'il y a eu enquête, pourquoi que ça n'a pas été tué dans l'œuf suite là? Je dis non, c'est un gars qui venait, il faisait un reportage, puis on s'est aperçu, oui, il a publié même son reportage. Puis, vous avez constaté dans le mémo qu'il n'y a rien de criminel. Si à ce moment-là, pourquoi qu'il y aurait eu encore enquête? Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on envoie. Une fois que le communiqué est envoyé, là, ça venait de se circonscrire selon notre interprétation du mot circonscrire. Voilà tout. On n'est pas en filature sur des faux motifs sur vous. Il n'y a pas personne qui vous suit actuellement. J'ai pas d'autopatrouille dehors qui tient à vous suivre. C'est réglé, à nos yeux, c'est réglé. On vous parle, la raison pour laquelle on tient une entrevue avec vous aujourd'hui. Mais pourquoi mon nom est sorti à Longueuil? Là, je suis d'accord que le magnifique mémo qui est sorti le 27. Et le 27 janvier, veut pas, c'était 4 jours après ma deuxième visite. Je ne sais pas si justement, parce que premièrement, un mémo comme ça, on connaît un peu les organisations, ça se prépare sur une semaine pour être sûr que tout est politiquement correct. Et dans les courriels que j'ai vu que oui, il y avait des échanges pour dire, il faut adresser. Puis ça commence à parler d'adresser à peu près le 21, le 20. Et ça donne que c'était la première fois que je suis venu à l'hôtel de ville pour mes doléances par rapport à la pancarte. Mais ça, c'est important pour moi, puis c'est important aussi pour toute la population. Les ressources policières, ça sort de nos poches. Si vous enquêtez sur du monde, qu'il n'y a plus de doute que ce n'est pas un criminel, même si c'est une personne d'intérêt, il faut que ça soit tué dans l'œuf. Parce que cet argent-là, je préfère le voir sur des caméras personnelles. Je préfère le voir sur des programmes
d'insertion. Je préfère le voir sur de la formation par rapport aux droits et libertés, des formations sur le fait que vous devez avoir, je crois que, est-ce que c'est la même proportion, les policiers présentement au Québec, en moyenne, c'est 50% qui sont justement, qui ont passé leur, je crois qu'à chaque année ou à chaque 2 ans, on doit repasser son test d'armes. Les requalifications. Les requalifications. Que c'est Croyez-moi, ouais. comme gestionnaire, pensez-vous que je préfère pas avoir mes ressources à enquêter, à trouver les auteurs de crimes, et d'autant plus de crimes crapuleux que, justement, de perdre leur temps sur des enquêtes qui n'ont pas leur raison d'être. Donc, vous n'avez pas à me convaincre non plus. C'est Je suis parfait. d'accord avec vous. Et savez-vous quoi? En tâtant le pouls de certains de vos policiers, c'est pas leur impression non plus. Mais qu'à chaque fois que je me pointe en quelque part avec une caméra, qui doivent rajouter un alinéa à un rapport déjà existant, je ne sais pas si vous allez faire un rapport à ce rapport-là aujourd'hui. J'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. Je vais vous dire de quoi, M. Nellis, une autre affaire. Là. Ce qui est important de comprendre, non, c'est correct, hein. C'est bien, puis vous pouvez filmer, arrêter, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais juste vous dire une chose. Vous filmeriez qui vous voulez. C'est dans la nature humaine de notre culture, au Canada, au Québec. Je vous le dis, là, allez filmer le pompiste, mais ça n'existe plus. Allez filmer le garagiste, allez filmer la caissière chez Walmart. Elle va vous regarder, mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Exact. Puis vous pourriez dire, il a le droit, puis vous auriez raison. Mais vous comprenez, il faut juste comprendre cette espèce d'inconfort-là initial, que n'importe qui, de par notre culture. J'arriverai avec une caméra devant vous aujourd'hui, j'aurais l'air, je sais que vous dites non. Prenez pas le bon exemple. Mais j'aurais l'air quand même d'avoir une intention XY, c'est pas dans nos habitudes. Je fais juste vous le dire. Et c'est naturel de poser la question. C'est juste ça. Mais à partir de là, justement, parce que je ne sais pas si vous avez pris le temps, parce que veux pas, j'ai une mission au niveau de ma chaîne. Vous avez pris le temps de la lire. J'ai pas tout lu, je vais être franc avec vous. Fantastique, mais je veux se lire. C'est s'assurer que nos droits et libertés, spécifiquement la liberté d'expression, soient respectés par nos employés publics, nos élus et nos policiers. Parce qu'au bout de la ligne, c'est nous les patrons. Je comprends. Et à partir de là, il faut que tout ce beau monde-là soit imputable, transparent et offre un service à la clientèle impeccable. Et surtout les policiers, vous êtes dans une position où vous pouvez enlever la liberté à quelqu'un. Ouais. Il faut que ça soit imputable à 150 Vous avez Et je pas suis de problème. content. Je suis content que je crois que vous avez cette volonté-là. Mais il faut justement que des choses comme des pertes de temps sur pourquoi que le monsieur filme, il faut trouver son nom, puis là, il faut passer son nom à d'autres organismes. J'ai pas de preuves encore, mais si la loi d'accès à l'information fonctionne comme il faut, et là, je vous envoie une petite... Vous avez vu la vidéo? La petite portion de 3 minutes qui me manque de Mme Deveau, là. Assurez-vous qu'on la trouve en quelque part, parce que là, il y a faute grave pour un policier d'avoir tempéré et d'avoir modifié un document public. Je vais valider les choses. Parfait. Sur ce, Oui. merci infiniment. Et Plaisir. ça fait... Écoutez, si ça vous a fait plaisir, tant mieux. Bon, vous êtes un de ceux qu'on a donné plus de temps, M. Nellis. C'est fou, hein? Je vous le dis. Non, mais moi, je pense que Ça me fait plaisir, là. Je pense que c'est une nouvelle. Voulez-vous C'est savoir, important. ça fait combien de temps que je passe à trouver ces réponses-là? Puis j'ai pas de réponse Je encore. comprends. Je comprends. Je vais te laisser, je vais t'accompagner à l'extérieur. Oui, parce que là, je suis en arrière du zone. Oui, Ah, les ouais, autres, exact. ça a pris une carte pour rentrer ici, là, Faut que M. je te- Nellis. faut que je te dise, Paul, c'est un détail, mais moi, mes collègues, là, je les embête toujours sous les fautes de français. Dans ta signature, Oui. employé public C, pas QE. Parce que c'est pas bien QE, là. Ouais. Mais là, C'est ma mère qui va me je chicaner. fais exactement ce que je fais à tous mes collègues. Sais-tu quoi? C'est ma mère qui va me chicaner, parce qu'elle était une ancienne prof de français, puis à chaque fois qu'elle va faire une faute, là, c'est quasiment si j'ai encore Puis à la chaque cuillère fois- de bois. À chaque fois que tu m'écris, je le dis, faut que je Non, le non, dise. c'est bien. Et sais-tu quoi? Un de mes bonheurs, une partie de ma recette de bonheur, c'est justement d'apprendre quelque chose et de confirmer quelque chose de nouveau à chaque jour. Je vais Là, rajouter ça. mais là, je t'apprends rien. C'est juste. Il y a toujours une hésitation. Il y a toujours une hésitation. Tu sais, des fois, en français, là, faut pas oublier que je suis à moitié anglophone, donc... Ben, Ah, laissez-la ouverte, laissez-la ouverte. Ouais, on la laisse ouverte pour dire aux gens c'est quoi. Merci. Bonne journée, M. Nellis. C'est quelque chose. Envoyez-moi écrivez-moi, vous avez l'adresse. Ben, savez-vous quoi? Vous avez déjà toutes mes informations, incluant mon courriel. Je l'ai vu sur votre communiqué puis dans vos courriels. Bon, mais j'essaie de le Et ça, trouver. et ça, et ça, Ok, merci. Monsieur C va me le donner. et ça, vous le savez depuis le 14. D'accord. Vous êtes très efficace.
Parce que ma chaîne, il n'y a personne qui connaissait le 14. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Salut. Bon. Dis-moi sur autre chose. Oui, on se voit demain. C'est conseil d'agglomération demain. Sur ce, bonne soirée. Bon, ben, ça fait le tour. On va voir. Par transparence, je crois qu'on va laisser tel quel l'entrevue pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous avais promis là, qu'on allait faire un petit tour pour se ressourcer, mais je voulais voir aussi l'accès justement au sous-sol pour le poste de police. On m'avait laissé savoir qu'il n'y avait pas d'accès public, mais étant de nature curieuse, on va aller vérifier par nous-mêmes. Et je vais prendre le temps de faire ça. Et savez-vous quoi? Par souci d'espace, je vais arrêter et repartir la vidéo. Donc, on se retrouve immédiatement. Donc, c'était QXM, Québec X Média, en direct de l'hôtel de ville de Longueuil, qui se trouve à couvrir toute l'agglomération de Longueuil. La rencontre s'est bien passée, on a eu des discussions. Il va rester encore des suivis à faire sur la damnée pancarte et sur plein d'autres points qui n'ont pas, on n'a pas eu des réponses complètes, mais maintenant on sait qu'il faut passer par le SPAL et en espérant que l'inspecteur Yannon devienne un contact pour faire avancer ces dossiers-là. Et on va vous tenir au courant. Donc, continuez de toujours protéger vos droits et vos libertés. Assurez-vous de les pratiquer, de les exercer pour les tenir en forme. C'est le pilier le plus important au niveau de toute démocratie saine. Sur ce, QXM, ciao, à la prochaine!